les podcasts de la Villa des Créateurs, les soirées de la conscience illimitée, Stéphanie Honoré. Bonjour, bienvenue Myriam Gablier et Sonia Barcala pour quelques minutes d'échange autour des Jeudis de la conscience et autour de ton livre Les mystères de la conscience, Myriam, et de ton DVD, du film que tu as réalisé, Sonia, qui s'appelle Faux départ. Myriam, tu es auteure et journaliste, titulaire d'un master de philo et doctorante en psychologie. Ton livre, donc Les mystères de la conscience, vient de paraître chez Hachette. Et Sonia, tu as initié et organisé les premières conférences internationales sur les EMI, qui sont les expériences de mort imminente, en France à Martigues en 2006. Et tu as réalisé donc Faux départ, qui était en fait une enquête auprès de scientifiques sur les expériences de mort imminente. Et j'avais envie de commencer en fait en lisant une citation d'Ernest Hemingway, qui est un auteur que j'adore, et dont je me suis rendu compte que dans l'Adieu aux armes, il faisait une magnifique transcription d'une EMI ou de ce qui pouvait être une sortie de corps. Alors je vous la lis, on commence là-dessus. Donc c'est extrait de l'Adieu aux armes et ça se passe en fait pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Je sentis qu'on me saisissait à bras le corps, que l'on m'arrachait hors de moi-même et que je flottais dans les airs. Je sortis rapidement et complètement de moi-même, et je sus que j'étais mort, et que je m'étais trompé en pensant que la mort n'est qu'une formalité. Puis j'ai flotté, et au lieu que cela persiste, j'ai senti que je me glissais à nouveau en moi. Moi, j'ai la chair de poule quand je lis ça. Alors, Myriam, dans ton livre, Les mystères de la conscience, qui est superbement illustré en plus, qui est vraiment un livre dans lequel on entre très facilement et agréablement dans la lecture, tu nous poses quand même une sorte d'anthologie de la conscience. Alors, le projet, effectivement, c'était de faire un tour de la question de ce qu'est la conscience, parce qu'on en parle beaucoup dans plein de milieux différents, notamment dans le milieu des neurosciences, de la psychologie, de la sociologie, mais pas que. On se rend compte que la conscience est une notion centrale, donc c'est normal de se poser des questions sur cette notion. Mais on a aussi parfois la sensation qu'on met beaucoup de choses sous cette appellation-là. Donc l'idée, c'était d'offrir une cartographie de qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on met sous l'appellation conscience. Alors, je commence au XVIIe siècle parce que la conscience est en fait une notion tardive sur le plan historique. C'est vraiment une notion qui émerge au XVIIe siècle dans son sens contemporain. Donc, je fais un petit topo rapide sur la philosophie, les grands philosophes qui ont pensé la conscience, parce qu'ils posent déjà des bases très intéressantes qui vont aussi conditionner la suite. Ensuite, donc ça, c'est vraiment XVIIe, XVIIIe siècle. Ensuite, au XIXe siècle, on a la montée en puissance des sciences psychiques. Donc, on se pose la question de la psyché, de la psychologie et de l'inconscient. Et donc là, on va aussi penser la conscience autrement. Et ensuite, le XXe siècle, on est avec les neurosciences, les questions de la cognition et de la conscience. Donc là, encore une fois, on parle de conscience, mais un petit peu différemment. Et la deuxième partie du livre, qui est la partie la plus importante, va, elle, explorer tous les états de conscience modifiés, élargis, les phénomènes qu'on dit paranormaux liés à la conscience. Donc effectivement, je balaye large, mais je donne des outils, des cartes pour les gens qui s'intéressent à ce sujet. Et en même temps, tu nous expliques que c'est vraiment compliqué d'étudier la conscience, puisque c'est la conscience qui nous permet d'étudier la conscience. Donc il y a un effet de subjectivité qui est d'ailleurs à réintégrer finalement dans ces champs d'application et de recherche. Et ça, tu nous dis que c'est un immense bouleversement et un changement de paradigme, en fait. Effectivement, en fait, je commence par là, dans l'introduction du livre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que notre société s'est construite sur la nécessité d'objectiver ce qu'on observe, de mettre à l'extérieur de soi, d'être neutre. Et en fait, la conscience, c'est tout sauf ça, puisque la conscience, c'est une expérience intime, personnelle, c'est vraiment une expérience sensible qui nous glisse entre les doigts puisqu'elle ne se renouvelle pas. Donc c'est très difficile de l'étudier de manière objective, mais surtout la conscience, c'est ce qui fait qu'on peut étudier la conscience. C'est parce qu'on est conscient qu'on peut étudier cette conscience, ce qui fait qu'on renverse complètement la donne.
l'état de conscience dans lequel sera le chercheur va modifier sa perception de l'objet qu'il est en train d'observer. Donc, selon l'état de conscience dans lequel un chercheur sera, il aura une définition différente de la conscience. Vous voyez, on est dans une forme de circularité qui fait que ça provoque en fait un changement de paradigme assez important. Toi, Sonia, donc, tu as initié cette première conférence en 2006, internationale, où tu as fait venir des États-Unis, Raymond Moody, Pim Van Lommel, enfin plein de chercheurs étrangers. Pourquoi, en fait, tu as voulu faire cette première conférence d'abord ? Tout d'abord, c'était pour fédérer. C'est fédérer parce que dans le cadre de mon enquête, parce que je débutais une enquête où je projetais de faire un film documentaire, je me suis rendu compte qu'en rencontrant ces gens individuellement, certaines ne se connaissaient pas. Et un peu comme Myriam, qui a étudié la conscience dans différents domaines psychologiques, sociologiques, etc., philosophiques, moi c'était différents chercheurs dans différentes disciplines, que ce soit des neurologues, des cardiologues, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas les réunir pour qu'ils échangent entre eux, pour qu'ils en fassent profiter le public qui était en attente, et pour qu'ils puissent faire, pourquoi pas, de la recherche ensemble, etc. Et ça a été le point de départ de la motivation pour organiser un challenge quand même, un grand défi, et de les faire venir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu quand même 2000 personnes. Il y avait donc le docteur Raymond Moody. Donc, ce qui a été magnifique quand même, c'est que une personne comme le pionnier des expériences de mort imminente, connu au niveau international, mais qui était pratiquement très peu venu en France, pouvait rencontrer le public français. Et ça a été un événement très, très fort au niveau émotionnel pour les gens qui avaient vécu des EMI. Et je sais que ça déliait les langues, par exemple. Les gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente, on les voyait pleurer dans la salle. Parce qu'ils voyaient sur scène des médecins qui disaient non, vous n'êtes pas fou. On ne peut pas l'expliquer, on a quelques hypothèses, mais vous n'êtes pas fou. Et ça a été très fort. Et donc, il y a eu le docteur Parnia, il y a eu Pim Van Lommel, il y avait le docteur Beauregard, il y avait Sylvie Descholiaz. Sylvie Descholiaz, au passage, qui a rencontré Nicolas Fraisse lors de son appel pour le candidat, pour chercher des candidats qui faisaient des sorties hors du corps. Et ça a été le point de départ de nombreuses recherches. Et voilà, c'est plutôt un bon point de départ en tout cas. Qu'est-ce qu'elle a changé concrètement, cette conférence, tu dirais aujourd'hui, alors plus de 10 ans après ? Est-ce qu'elle a contribué à ouvrir à la parole, évidemment ? Tu disais les gens qui avaient vécu des expériences comme ça, qui ne se considéraient pas comme fous, mais au niveau de la recherche, au niveau de, je ne sais pas moi, de la sphère scientifique. Les premières études ont débuté à la Timone, par exemple, à l'hôpital de Sarlat, même si Sarlat c'est un petit hôpital, mais c'est déjà pas mal. Disons que la conférence a enchaîné sur le film au départ, et le film a été diffusé, pas comme moi je l'aurais souhaité, mais on ne fait pas toujours ce qu'on souhaite. Et il a eu un parcours assez atypique, et c'est pas plus mal, parce qu'il a intégré par exemple des centres hospitaliers, des universités, où depuis 10 ans il est diffusé en 10 ans il a été diffusé auprès de 500 étudiants. Et qui dit 500 étudiants dit 500 futurs médecins qui vont pouvoir avoir une autre posture face à des gens qui vont raconter cette expérience. Et là, je suis pratiquement certaine qu'on n'aura pas le même discours, vous avez vécu une hallucination, etc. Myriam, tu balayes aussi plein d'autres choses dans ton livre. Différents états modifiés de conscience que sont les EMI, mais pas que. Tu nous parles aussi de prémonition, de télépathie, de psychokinèse, de tout ce qui est synchronicité, rapport au temps, sortie de corps. Comment est-ce que finalement tu as procédé pour, je sais pas moi, serrer tes sujets? Tu as fait comme un travail d'enquête en fait finalement aussi là-dessus sur tout ce qui était publié en fait dans des revues diverses scientifiques.
Donc j'ai déjà derrière moi mon travail de journaliste, ça fait des années que je travaille sur ces sujets-là. En plus de ça, j'ai fait un master de philosophie qui m'a aussi donné quelques billes pour aborder un sujet qui est quand même délicat, celui de la conscience. Et puis effectivement, pour l'écriture du livre en lui-même, j'ai mené une longue enquête. J'ai interviewé des personnes et j'ai lu un bon paquet de livres. Et alors, en ce qui concerne les phénomènes extraordinaires de la conscience, il faut savoir que c'est, en fait, quand on prend le 19e siècle et les sciences psychiques donc, qui émergent, il y a une page de l'histoire qui est peu connue, c'est que ces recherches psychiques commencent par les magnétiseurs et notamment le marquis de Puységur qui plonge ces sujets dans ce qu'on appelle le sommeil magnétique, dans lequel ces sujets deviennent clairvoyants, télépathes. Ils commencent à manifester des choses qu'on n'appelle pas encore télépathie ou clairvoyance, mais ils commencent à manifester, à être dans des états et à manifester des capacités hors normes. Or, à ce moment-là, c'est la première fois qu'on étudie ces capacités de manière rationnelle, parce qu'effectivement, elles ont toujours existé, ces capacités. Ce n'est pas la première fois que l'être humain les rencontre. Mais ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on est dans une approche rationnelle. Et donc, il faut les nommer, il faut les cartographier. Et donc, tout au long du 19e siècle, il y a des gens qui vont commencer à les nommer, à les cartographier, à donner des noms. Alors, au début, on a plein de noms, et puis après, il y en a certains qui s'imposent. Donc, je me suis beaucoup appuyée sur cette histoire-là et sur les recherches donc, en ce qu'on appelle la métapsychique, qui va donner ensuite la parapsychologie. Donc eux, ils ont déjà des grilles. Voilà, c'est pas des choses que moi j'ai inventées. Eux, ils ont déjà classifié ces événements. Donc je me suis appuyée là-dessus. Il faut savoir que dans ces événements-là, il y a deux grandes familles. Celle qui part du principe qu'on a affaire à une capacité encore inconnue de l'être humain, et celle qui part du principe qu'on peut avoir affaire à quelque chose qui relève de la survie de l'âme. Voilà. Donc il y a déjà deux grandes familles. Donc tout ce qui est psy, c'est télépathie, clairvoyance, prémonition. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est médiumnité, ou même dans les EMI, on a des gens qui rapportent des communications avec des défunts. Alors on parle de vécu subjectif parce qu'on ne sait pas réellement ce qui se passe, mais c'est quand même assez troublant. Donc on a toute cette deuxième grande famille qui va être les phénomènes qui vont être liés à l'hypothèse de la survie de l'âme. Ou psy, PSI, comme tu dis. Alors le psy, non. Le psy, c'est vraiment les capacités de l'être humain, et de l'autre côté, l'hypothèse de la survie de l'âme. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui vous motive toutes les deux dans cette recherche, puisque Myriam, tu es journaliste et tu explores tous ces domaines. Toi, Sonia, ça ne t'a jamais quitté en fait, ou tu vas peut-être y revenir. Enfin, en tous les cas, tu es sur ce domaine encore. Qu'est-ce qui vous meut là-dedans? C'est quoi la quête? Je pense que justement, j'y suis allée dans ce domaine parce que j'étais en quête de sens. Je me posais des questions existentielles. Je venais pas de frôler la mort, mais j'ai failli mettre fin à mes jours. Et c'est un film documentaire sur les EMI qui m'a un peu sauvé de ça. Et qui m'a suscité le déclic de faire un film. Et un film avec une enquête qui a duré plus de 7 ans. Et ce qui m'a toujours le plus touché dans les EMI, c'est l'étape où les gens revoient leur vie défiler, où ils prennent conscience du bien et du mal qu'ils ont fait aux autres par le biais des actes. Et je me suis dit, voilà, ça c'est peut-être la clé, quoi. Si les gens prenaient conscience de ce qu'ils font aux autres et ce qu'ils font en soi-même, il n'y aurait plus de guerre, on aurait une autre vision des autres, de ce qui nous entoure, de l'environnement, etc. Et c'est le côté émotionnel, je crois, qui m'a d'abord le plus interpellé. Après, ça a un peu titillé mon côté un peu pragmatique, parce que j'aime bien comprendre comment ça fonctionne, etc. Et à l'époque, je suis tombée dans une marmite, quoi. J'ai voulu comprendre à tous les niveaux, comme fait Myriam. J'ai lu une boulimie de lecture, etc. Et l'un des bouquins qui m'a le plus suscité d'intérêt, je crois que c'est La Source Noire.
Et c'est un livre qui a suscité, qui a reconverti des spécialistes en France et à l'étranger en masse, quoi. On entend l'auteur en fait dans ton documentaire. Hein. Patrice Van Assen. Voilà. Ouais. Et toi alors Myriam, pourquoi la quête? Alors, Cette quête. avant de répondre à cette question, je voudrais dire que moi, en tant que journaliste, à l'époque, quand Sonia a fait son événement, je voudrais vraiment entériner le fait que ça a été un événement majeur et qui a vraiment permis de bouger les mentalités. Alors c'est vrai que d'évaluer l'effet d'un événement, c'est toujours difficile, parce qu'il y a plein de niveaux, hein, mais en tout cas, dans le grand public, ça a vraiment ouvert des portes, ça a libéré la parole. Après, ça a ouvert quand même aussi des enquêtes et des mobilisations de soignants qui étaient confrontés à ces phénomènes. Donc voilà, je voulais juste entériner que ça a été vraiment un événement important. Et je suis ravie d'avoir Sonia avec moi jeudi pour la conférence. C'est vraiment super. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai grandi dans un milieu qui était déjà ouvert à ces choses-là. En fait, mes parents étaient déjà en recherche on va dire, d'une autre façon d'être au monde. Donc moi, je viens d'une culture qui n'est pas foncièrement matérialiste, sans pour autant se déclarer ni dualiste, ni spiritualiste, Enfin, voilà, j'ai grandi dans un milieu qui était ouvert à ces dimensions. Et donc, c'est pour moi quelque chose d'assez normal. Je suis mon bonhomme de chemin, mes recherches. Alors moi, mon fil rouge, ça va être plus la relation entre l'esprit et le corps. Ça a toujours été mon fil rouge, puisqu'on sait qu'on ne peut pas... en tout cas, c'est très difficile de réduire la conscience à la matière, mais c'est aussi très difficile de penser à un dualisme corps-esprit, c'est-à-dire de dire il y a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. Donc on est face à une énigme qui demande à être pensée, et il se trouve qu'on est mal équipé pour la penser. Donc il y a même des philosophes qui vont jusqu'à dire que penser le corps vivant, vraiment penser la conscience incarnée, c'est sûrement ce qui va nous faire le plus basculer dans une nouvelle ère philosophique. Donc il faut mesurer l'ampleur du problème en fait auquel on fait face. C'est très difficile de parler de la vie, c'est très difficile de parler de la conscience, et d'autant plus quand cette conscience se manifeste sous des abords extraordinaires. Alors là, c'est passionnant, mais il faut aussi savoir être humble. On est encore au début de nos recherches par rapport à ces sujets-là. C'est ça, on est à l'école maternelle de la terra incognita, quoi. Voilà. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup Myriam Gablier et Sonia Barkala. Merci à la Villa des Créateurs et à bientôt. Merci, à bientôt.